Alors voilà, je ne suis pas sûr que les membres, ceci dit, du comité exécutif m'entendent. Mais bon, on va voir. On me fera signe dans le chat de Zoom. Alors désolé pour les gens qui nous suivent à la maison. Vraiment désolé pour ces petits problèmes techniques qui sont devenus notre quotidien depuis, en quelque part, en mars. Alors, on me dit que tout le monde m'entend bien, alors tant mieux. Alors, on va débuter tout d'abord en disant qu'on est mercredi le 8 juillet. C'est la dernière séance du comité exécutif en mode régulier, puisqu'il y aura relâche pour les 3 prochains mercredis. Alors, le comité exécutif va faire relâche, va être en vacances de séance. Ceci dit, plusieurs membres du comité exécutif ne seront pas en vacances, vont continuer à œuvrer pour, bien sûr, la population. Certains vont prendre du repos, d'autres vont étaler ça un petit peu plus loin. Alors, voilà le plan de match. Je profite de l'occasion pour saluer la présence en ligne, bien sûr, de la mairesse de Montréal. Bonjour, Madame la mairesse. Et je mentionne également que nous siégeons à huis clos en conformité avec l'arrêté ministériel. Les présences ont été colligées par le greffe. Alors, c'est Maître Emmanuel Tanimore aujourd'hui qui agit à titre de greffier. Également du cabinet de la mairesse et du comité exécutif, M. Christopher Young. Et on ne la voit pas, bizarrement, sur le plan de caméra que j'ai, mais il y a également Mme Isabelle Gauthier de la direction générale qui est là. Mme Gauthier, il faut que je mentionne les gens qui sont dans la salle. Alors voilà, c'est fait de la direction générale. Alors, sans plus tarder, comme vous l'avez remarqué sur l'ordre du jour qui vous a été transmis hier en fin d'après-midi, nous débutons cette séance du comité exécutif par une présentation publique, une présentation donc d'un nouveau parc riverain à Montréal. Pour nous en parler, ouvrir en fait sur le sujet, je demanderai au responsable du dossier, M. Robert Baudry, de prendre la parole. Monsieur Baudry, c'est à vous. Travail exceptionnel. C'est la marina en fait qui se trouve à la Chine actuellement, près du lac Saint-Louis. On peut dire que ce sera cette année la dernière année de la marina, mais l'année prochaine, la première année vers un nouveau parc d'accès au public. Donc, c'est un projet exceptionnel. Pourquoi? Parce que c'est un projet de requalification. L'ancienne marina, la marina actuelle, demandait des investissements majeurs au niveau de sa requalification, mais au final, ne profitait qu'à une certaine partie de la population très restreinte. On s'entend, c'est une marina. Aujourd'hui, ce qu'on vient vous proposer, ce que les services viennent vous présenter, c'est vraiment un projet qui met en valeur un nouvel espace naturel qui sera accessible à toute la population montréalaise pour la pratique sportive, mais également aussi un endroit de biodiversité, un endroit où on va pouvoir requalifier la nature, la protéger, vraiment dans cette vision-là de résilience et de transition écologique qui fait partie de nos engagements en tant qu'administration. Donc, vraiment un projet à grande valeur ajoutée qui vous sera présenté aujourd'hui par les services des Grands Parcs. Projet qui nous fait vraiment plaisir là, de présenter aujourd'hui, qu'on fera en partenariat d'ailleurs avec l'arrondissement de la Chine. Et d'ailleurs, Monsieur le Président, je vous demanderais peut-être de permettre à la mairesse de la Chine, Mme Bonanovich, de prendre quelques instants là, pour poursuivre l'introduction. On vous en... Nous, Mme Maya Vodanovich, effectivement, qui est mairesse d'arrondissement de la Chine. En quelques mots, allez-y, Mme la mairesse d'arrondissement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'aimerais, comme vous le savez tous, les changements climatiques, les inondations ont causé des ravages importants dans l'ensemble du Québec, le long du fleuve Saint-Laurent et des rivières. Ces dommages sont particulièrement visibles à la Chine, où l'ensemble de nos berges ont été grandement endommagées. Ces berges, c'est le trésor de la Chine. Alors aujourd'hui, je suis très, très heureuse de voir que notre administration va investir plus de 20 millions de dollars pour
requalifier la marina et à faire en sorte que ce lieu devienne un lieu de résilient, un lieu qui respecte la nature et un lieu qui agrandit notre parc riverain pour qu'on puisse y accéder, pour avoir plus de place pour tous nos sports nautiques, mais en même temps qu'on mette en place les manières durables de refaire nos berges qui vont servir à l'ensemble des berges de la Chine. Également, ce geste s'inscrit dans 2 autres gestes importants posés par notre administration, soit la reconversion de 60 hectares de friches industrielles qui vont être reconverties en habitation durable dans un écoquartier, ainsi qu'un tramway vers la Chine. Alors, ces 2 gestes vont dans le sens du développement durable et on est en continuité. Un point de villégiature à la Chine, ce nouveau point-là va être un centre de tourisme et va aider le développement économique de notre arrondissement. Alors, le développement économique de tous nos commerces et de nos restaurants qui longent le fleuve et également va améliorer la qualité de vie de nos citoyens qui pourront éventuellement se baigner. Je sais que tout le monde a envie de se baigner en ce moment à la Chine. Il fait tellement, tellement chaud. Alors, je suis très heureuse aujourd'hui et je suis heureuse qu'on reprenne les responsabilités environnementales face à nous et qu'on fasse une ville résiliente, tout le monde ensemble. Merci beaucoup de cet investissement. Chers collègues, alors sans plus tarder, je vais demander à nos 2 invités de prendre la parole pour la présentation. Alors, on reçoit Sylvia-Anne Duplanty ce matin, de même que M. Steve Bilodeau-Balati. Donc, bonjour, je vais me lancer. Steve Bilodeau-Balati. Je suis du service des grands parcs du Mont-Royal et des spas. Donc, merci beaucoup pour la très belle introduction qu'on a eue ce matin. Donc, ça va me sauter peut-être 1 ou 2 diapositives. Là, je vais me lancer de ce pas. Donc, je vais vous partager mon écran un instant. Est-ce que le partage fonctionne bien? Oui, ça fonctionne bien. Merci beaucoup. Donc, merci de nous recevoir ce matin. Comme on l'a si bien dit, là, on est ici pour vous présenter le projet du nouveau parc sur les eaux du lac Saint-Louis, qui vise essentiellement à une démocratisation de l'accès à l'eau. Donc, pour ce faire, on va lancer le projet de réaffectation du port de plaisance de la Chine, puis dans les prochaines diapositives, on va vous expliquer pourquoi. Vous voyez ici l'île de Montréal, évidemment, avec le canal de la Chine. C'est pour vous situer, pour vous envoyer vers le lac Saint-Louis, là où on retrouve le port de plaisance de la Chine, dans le petit encadré rouge. Encadré rouge qu'on voit ici, qui démontre aussi que ce parc-là est sur la rive adjacente au parc René-Lévesque et au Vieux La Chine et à La Salle. Donc, pour vous situer encore mieux, cette marina-là est la première marina en importance à Montréal, environ 453 places à quai. Et puis, dans le fond, il y a 95% des usagers de cette marina-là qui sont des usagers saisonniers, qui sont là pour, en fait, la saison estivale complète, puis donc un peu comme on serait dans un camping. Puis, il faut savoir aussi que dans ces places-là, il y a 45% de la clientèle qui vient de l'extérieur de l'île de Montréal. Cet équipement-là est opéré évidemment par un sous-traitant spécialiste. Puis, dans les dernières années, comme on le sait, on subit une forte pression suite aux inondations des années 2017-2019, donc ce qui a porté l'équipement à sa limite de capacité d'opération. On est arrivé face à une problématique où on devait investir de façon massive pour maintenir l'actif. Donc, on peut voir ici un montant de 16,5 millions qui est un simple maintien que je vais vous démontrer ici dans les prochaines diapos. Ici, on peut voir vraiment ce qui compose la marina de la Chine pour meilleure compréhension. Donc, dès l'entrée, on a un accueil, une barrière, on se prolonge, on s'en va dans le site pour voir une rampe de mise à l'eau, un hangar,
tennis, capitainerie, donc un bâtiment, une piscine, stationnement, beaucoup de stationnement, un poste d'essence qui est rendu à désuétude, l'amirauté qui, lui, est un autre bâtiment. Donc, toutes ces composantes, en fait, sont nécessaires pour l'opération de cet équipement et sont rendues à un niveau de désuétude. Je généralise, mais c'est quand même le cas. Vous allez le voir dans les prochaines diapositives, sont rendus à un niveau de désuétude avancé. Donc, on peut voir les berges ici qui sont complètement érodées, qui amènent également les culées des quais. Les culées des quais, pour votre information, c'est dans le fond ce qui tient les quais sur la berge, sont complètement érodés et déchaussés, donc même parfois cisaillés. Donc, on a dû changer certains quais également. Il y a des rejets d'eau grise complètement érodés également. Ce qui nous met, juste ces faits-là nous amènent à un investissement requis de 16,5 millions qu'on peut constater ici. Donc, 16,5 millions pour qui? Comme je vous ai mentionné tout à l'heure, dans le fond, c'est pour des 453 bateaux, donc on peut estimer à 453 familles ou donc élargies. Donc, la question se pose aussi sur est-ce que la ville, cet équipement-là, est-ce que ça reflète les valeurs et la mission de la ville de Montréal? Puis on s'est posé la question pendant la dernière année avec beaucoup de spécialistes, puis on a vraiment évalué toutes les possibilités, puis ce qui a été retenu pour nous, c'est en fait de vraiment procéder à une réaffectation du port de Plaisance pour en faire un parc dont la mission est de démocratiser l'accès à l'eau et les activités nautiques, comme on l'a dit tout à l'heure. Ici, vous voyez la proposition donc d'un parc vert, dense, où l'expérience est tournée vers l'eau. On voit aussi les lignes brunes qui sont sur le plan, qui figurent sur le plan, qui sont en fait une réutilisation des quais qui sont existants. Donc, ces quais-là sont assez récents, puis posaient au début un défi. On se demandait, ben OK, si on réaffecte la marina, qu'est-ce qu'on va faire avec les quais? Puis finalement, on a tourné ce défi-là en opportunité, puis on a voulu en faire une promenade sur l'eau. Donc, c'est ce qu'on propose aujourd'hui dans le site, une promenade qui va permettre aux gens de passer d'un endroit vert au centre, dense au centre, vers une promenade qui est sur l'eau, ouverte, où on a toujours envie d'aller se promener sur un quai, comme vous le savez très bien. On parle aussi d'un site qui sera accessible tout au long de l'année, donc pendant ces 4 saisons, avec une programmation en conséquence. Puis, la volonté derrière cet aménagement-là est également de le rattacher plus fortement à son contexte. Donc, de le rattacher au niveau de son lien physique direct avec l'arrondissement, mais aussi, comme vous pouvez le voir par les passerelles ici, de le rattacher au parc René-Lévesque, donc à l'accès, à l'entrée du parc René-Lévesque, pour vraiment tisser des liens plus forts là, entre ces deux parcs emblématiques qui seront là. Donc, voici les objectifs derrière le projet. Créer un projet à haute valeur écologique dédié aux citoyens, où l'eau est au cœur de l'expérience. Et puis, évidemment, quand on parle d'eau au cœur de l'expérience, on parle de baignade, on veut se baigner. C'est une volonté, on va évaluer la situation. On a déjà des caractérisations de l'eau qui commencent cette année, donc pour nous permettre de voir si c'est possible, comment c'est possible, donc pour nous donner le ton sur les prochaines étapes. Vous avez ici un aperçu du milieu humide. On regarde vers le parc René-Lévesque tout au fond. On est à l'entrée où on a le chemin d'accès qui est ici, qui est le chemin des Iroquois. Puis, en fait, on est à la rampe de mise à l'eau. Donc, ce serait la création d'un milieu humide riche où en fait, on peut constater là, la présence d'une belle biodiversité, mais aussi d'une stabilisation du milieu. Donc, en plantant davantage, on augmente la résilience de ce milieu-là et puis il pourra perdurer dans les années qui vont suivre. On a ici une vue sur le pôle nautique.
On peut voir la baie sud. Donc, encore au fond, à gauche, on voit le parc René-Lévesque. On peut voir aussi toutes les activités qui peuvent y avoir lieu, baignade, canot-kayak, promenade sur les quais, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure. Mais il y a également des plateformes flottantes. Plateformes flottantes qu'on peut imaginer un peu comme une table à pique-nique sur l'eau, donc vraiment un endroit où on peut accoster un canot ou on peut même aller s'asseoir pour prendre un petit bain de soleil. Donc, voilà, pour ce qui est du côté un petit peu plus programmatique, pardon, vous voyez aussi qu'il y a une légère plaine gazonnée qui permet cette ouverture-là vers le fleuve. Donc, on joue toujours avec les ouvertures et les fermetures pour diversifier l'expérience, évidemment. Donc, je vais le passer rapidement du secteur Est, Centre et Ouest pour qu'on le voit mieux là, à l'écran. Donc, ici, on voit l'entrée avec le chemin des Iroquois. Donc, avec la protection et la stabilisation que je vous parlais tout à l'heure du chemin d'entrée, donc ça va impliquer de la plantation d'arbres et un léger élargissement du chemin. Mais on voit aussi des îlots flottants, donc ce qui est en vert dans l'eau, là, entre le parc René-Lévesque et le nouveau parc. Ce sont des îlots flottants de verdure qui servent à augmenter la biodiversité, mais également filtrer l'eau, donc pour améliorer, toujours dans le souci d'améliorer la qualité de l'eau si on vise donner l'eau aux citoyens. Il y aura également une passerelle, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, qui partira dès le début du parc René-Lévesque, qui permettra aux gens d'aller rejoindre là, le secteur adjacent. Donc, je dis passerelle, mais c'est plutôt quai flottant en ce cas-ci pour l'instant. Il faut voir l'arrimage, mais donc c'est toujours dans la question dans l'optique d'une réutilisation. On arrive au secteur centre où on a le bâtiment existant, donc de la capitainerie bien au centre. On voit la promenade qui traverse d'un bord et de l'autre le site qui nous permet de passer d'un endroit ouvert, fermé à ouvert avec des pauses, comme on voit les carrés au bout ou aux jonctions des sentiers. Donc, c'est les lieux de pause, mais aussi d'observation. Puis, en fait, il y a le milieu humide que vous avez vu tout à l'heure, serait celui ici, qui est situé vraiment à droite de la capitainerie. Puis, on procède, comme vous pouvez le constater, à une augmentation significative de la canopée. Lorsqu'on arrive plutôt vers la pointe, on aperçoit davantage la promenade flottante. Donc, la promenade flottante qui est organisée en ce moment pour, d'une part, au côté nord, en fait, pour protéger en quelque sorte les vagues, mais du côté sud, pour encadrer une certaine forme de baignade, aussi pour... donc, on l'envisage comme ça pour l'instant, mais comme je dis tout à l'heure, on procède à des contrôles qualitatifs. Tout ça est à préciser, évidemment. Puis, pour se rendre à la toute fin, au bout de la péninsule, où le lieu sera traité vraiment de façon plus ouverte, avec un élément d'attrait qui nous permettra de vraiment, un peu à l'idée de n'importe quelle péninsule où on aurait le goût d'aboutir, d'arriver vers quelque chose qui est, ben oui, une vue, quelque chose qui nous est offert, un peu comme le sommet d'une montagne. Vous voyez ici un peu ce que je vous présente depuis tout à l'heure, l'idée du avant-après, c'est que avec la marina actuelle, on a un aménagement qui est principalement minéral, qui est en asphalte, puis l'idée derrière, c'est de migrer vers un parc qui a une prédominance végétale, donc où on inverserait la tendance. Vous voyez ici que toutes ces interventions visent à faire un parc complémentaire aux espaces riverains qui sont adjacents, autant par sa composition que par sa programmation. Donc, voilà les budgets, les dates clés qui sont visés par ce projet-là ici. C'est un projet qui serait autour de 25 millions de dollars. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, dans le fond, débuterait dès la saison 2021. Donc, la saison 2020 poursuit telle qu'elle est en ce moment. On a l'opération de la marina de la Chine qui se terminera à l'automne pour un début
de programmation saisonnière intérimaire dès 2021, avec également une participation citoyenne qui nous permettra de préciser ce qu'on avance aujourd'hui, puis de rencontrer également les partenaires connexes pour pouvoir mieux développer le programme et la programmation requise pour ce magnifique site-là dédié à tous. Donc, il y a également, là, comme vous pouvez le voir, là, les études d'impact requises. Il s'agit d'un gros projet, c'est beaucoup de berges. Donc, c'est vraiment une reconfiguration totale et une étude d'impact, ça prend un certain temps. Donc, on le voit ici à travers l'échéancier. Donc, comme vous avez pu le constater, nous avons on a eu une grosse réflexion par rapport à l'avenir de cet équipement-là. Puis les efforts étaient vraiment importants pour le maintenir à flot. Mais c'est surtout aussi que c'était dédié à une petite partie de la population qui était très ciblée. Ce que nous proposons aujourd'hui, c'est un parc riverain qui est axé sur l'eau, qui contribue à faire de Montréal une ville plus verte, plus résiliente pour tous. Donc, merci beaucoup et en espérant que cette vision-là vous ait plu. Merci beaucoup, M. Balati. C'était vraiment très intéressant. C'est vraiment emballant comme projet. Je suis certain qu'il y aura un accueil très favorable dans ce secteur de l'île. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent prendre la parole sur le dossier, qui ont peut-être des questions d'éclaircissement, quelque chose qui ressemble à ça? Je vois que la caméra de Mme la mairesse s'ouvre. Alors, Mme la mairesse, je vous cède la parole. Allez-y donc. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ben, écoutez, c'est pas tant des questions puisque j'ai eu la chance de voir ce dossier précédemment et tout le travail qui s'est fait au fil des semaines et des mois. Je tiens bien sûr à remercier les équipes qui ont fait un très, très beau travail. Et comme je veux seulement renchérir sur ce que la mairesse de Lachine, Mme Vodanovic, ainsi que M. Baudry, qui est responsable des Grands Parcs, ont souligné, à savoir que c'est un projet magnifique qui vise vraiment à se réapproprier et nos berges, mais mettre en valeur notre magnifique fleuve Saint-Laurent et de pouvoir aussi toujours soutenir les activités, le transport actif. Donc, on pense à marche, vélo, contemplation, toutes ces choses qui font de la ville de Montréal une ville magnifique à échelle humaine parce que notre administration est absolument dévouée afin de toujours saisir toutes les opportunités le plus possible, en tout cas, pour améliorer la qualité de vie des citoyens et des citoyennes. Ceux de la Chine, je pense, vont pouvoir s'en réjouir, mais nous souhaitons bien sûr que ce magnifique parc qui est tout au bout de la piste cyclable là, qui longe le canal de la Chine et qui est très aimé par les Montréalais, Montréalaises, le soit encore plus fréquenté, si je peux dire, avec le 2 mètres de distanciation, évidemment. Mais je pense qu'à terme, ce sera un magnifique legs pour la ville de Montréal, pour l'arrondissement de Lachine et pour l'ensemble de la communauté métropolitaine également. Merci et bravo aux équipes. Merci pour ces mots, Madame la mairesse. Alors, merci beaucoup à nos deux invités. Merci beaucoup. En fait, nos trois invités, puisque notre collègue de la Chine était avec nous. Alors, on vous souhaite une excellente journée, bonne continuation pour le reste de cette journée très chaude et très humide. On n'oublie pas de s'hydrater. Alors voilà, on serait maintenant à l'adoption de l'ordre du jour. Alors, à l'adoption de l'ordre du jour, il y a deux ajouts qui se font. Alors, 20.026 et 20.027, alors, sont des aides financières et des soutiens financiers, donc des contributions. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Parfait. Alors, on voit que Mme Vodanovic est à la veille de quitter. Pardon? Ah, parfait, oui, excellent. Donc, définitivement, c'est la journée des défis technologiques aujourd'hui. Alors, voilà. C'est adopté avec les deux modifications. 10.001, c'est l'adoption de l'ordre du jour de la séance, on vient de le faire. 10.002, c'est l'approbation du procès verbal de la séance extraordinaire du 9 juin dernier à 8h45. Des questions, des commentaires, c'est adopté. 10.003, c'est la séance ordinaire, cette fois du 10 juin dernier. Je vois aucune demande d'intervention, c'est approuvé. 10.004, la séance extraordinaire du 14 juin dernier.
C'est approuvé. 10.005, l'approbation de la séance ordinaire du 17 juin. C'est approuvé. 10.006, la séance extraordinaire, de même du 18 juin, de même que celle du 23 juin. C'est adopté. Alors, c'est 6 sur 6 pour la greffe. On passe maintenant en 20 aux affaires contractuelles. On débute ça avec 20.001, qui est une option de prolongation et l'autorisation d'une somme maximale de 1 073 627 et 21 sous pour 12 mois. Et c'est des contrats qui vont à Groupe Gladiateur, Déneigement Discount, Sans Limite Environnement, MJ Contact, REM Groupe Externe, JMAC Remorquage Transport, de même que Remorquage Transport et Déneigement. Et bien sûr, c'est pour des opérations de déneigement. C'est adopté. 20.002, conclure avec Géothentique Incorporé, une entente cadre de 24 mois pour des systèmes de détection de bennes levées pour 180 000 $ arrondis. C'est adopté. 20.003, un contrat à BC2 Groupe Conseil pour la fourniture de services professionnels pour un programme d'aménagement fonctionnel et technique de projet de réfection du chemin de ceinture du Jardin botanique de Montréal. C'est adopté. 20.004, une entente intervenue entre la Ville de Montréal et Sylvain Cossette, Zachary R. Georges, Joanne M. Lépine et Michel Théroux. Et c'est pour le compte de fonds de placement immobilier Cominard pour des mesures compensatoires globales dans le cadre d'un agrandissement de stationnement pour un bâtiment commercial à la Chine. Ça implique une extension du réseau d'égouts susceptible de faire augmenter les débordements d'égouts unitaires. Alors, c'est pour ça qu'il y a une compensation pour la Ville. C'est adopté. 20.005, c'est, attendez un instant, approuver une entente entre la Ville de Montréal et la STM sur le raccordement d'un branchement d'égout de la STM à un égout collecteur de la Ville. Et c'est dans le cadre du futur garage de Côte-Vertu sur le pompage des eaux souterraines. C'est adopté. En 20.006, c'est une entente à intervenir entre la STM et la Ville qui précise les termes et les conditions relatifs aux travaux nécessaires à l'imperméabilisation du tunnel piétonnier de la STM localisé sous l'avenue des Canadiens de Montréal. C'est adopté. 20.007, c'est la signature d'une entente de confidentialité réciproque entre la filiale Infra de la Caisse de dépôt et de placement du Québec et la Ville dans le cadre des mandats qui lui sont confiés par le gouvernement du Québec. C'est adopté. 20.008, un projet d'acte de donation et de licence par lequel la Ville de Montréal accepte un don d'une œuvre d'art. Elle s'appelle, cette œuvre d'art, le gâteau de mariage de Geneviève Desrosiers et ça ira s'installer dans l'arrondissement de Saint-Léonard. C'est adopté. 20.011, une aide financière aux artistes et travailleurs culturels mentionnés dans le présent dossier pour la différence entre les dépenses qui ont été engagées et payées pour l'exécution des contrats et des conventions avant leur réalisation et le montant qui est prévu au contrat pour les spectacles, des expositions, des activités culturelles et c'est à l'arrondissement de La Salle. C'est adopté. Ensuite, la même chose, 20.012, cette fois pour l'arrondissement d'Annecy-Cartierville. C'est adopté. 20.013, cette fois-là, donc un soutien financier qui totalise 21 615 $ à 9 organismes pour des projets liés au plein air nautique sélectionnés dans le cadre du programme mentionné. Et il y aura bien sûr des virements budgétaires. C'est adopté. 20.014, c'est un soutien financier de 125 000 $, dont 25 000 en soutien technique à l'Université de Sherbrooke et on contribue ainsi au programme de recherche de la chaire SAQ sur la valorisation du verre dans les matériaux et c'est pour 5 ans. Monsieur le Président? Oui, Monsieur Ouellette. Oui, j'aimerais parler sur le 2014. Oui, donc en fait, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Ça fait déjà plusieurs années que la Ville de Montréal... La Ville de Montréal, en fait, elle a son propre laboratoire de recherche et depuis aussi plusieurs années, on a plusieurs partenariats, notamment au niveau du béton, béton haute performance, avec 3 universités. Mais avec la chaire SAQ et l'Université de Sherbrooke, on a quelque chose de spécifique pour l'intégration du verre, donc du verre recyclé dans les bétons. Et donc là, c'est la prolongation d'une entente, donc 125 000 sur 5 ans. Il faut savoir que ce groupe-là, spécifiquement, a été créé en 2004. Et si on prend là 2 ans, on a réussi à
à recycler comme ça 1,5 million de bouteilles de vin. Donc, c'est quand même très intéressant. Et avec toutes ces années de recherche, écoutez, le groupe a réussi à faire une percée, une première mondiale, en fait, depuis 40 ans, c'est-à-dire d'ajouter un nouvel ajout cimentaire, donc en normalisant la poudre de verre via une nouvelle norme CSA A3000. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle parce que, bon, vous savez, le verre est quand même assez difficile à recycler et justement de permettre d'ajouter ça à nos bétons. Donc, essentiellement, on les fait dans des projets de trottoir. On continue à évaluer leur performance à long terme. C'est quand même une façon très intéressante de recycler. Et si vous me permettez, Monsieur le Président, il y a aussi le 20.15, donc le point d'après. L'Observatoire du Sirius. Le Sirius, c'est le Centre d'expertise et de recherche en infrastructure urbaine. Écoutez, la ville officialise sa contribution en tant que pour être membre grand fondateur. Et ça, c'est quand même assez intéressant parce que justement, écoutez, ça nous permet justement de se mettre ensemble plusieurs municipalités pour être capable justement de trouver les meilleures pratiques justement dans l'optimisation des infrastructures. Donc, c'est un observatoire qui va être créé pour justement gérer des nouvelles préoccupations en infrastructure urbaine. Merci, M. le Président. Merci beaucoup. Alors, ces 20.014 et 20.015 sont adoptés. On va maintenant à 20.016, qui est un soutien financier qui totalise 400 000 $ à 6 organismes pour 2 ans. Et c'est dans le cadre d'une entente que nous avons, bien sûr, avec le gouvernement du Québec. Alors, je pense que Mme Goulet veut en parler. En même temps, peut-être que 20.017, qui est un soutien financier à 12 organismes qui vont totaliser ces soutiens-là, 459 200 $. Mme Goulet. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, avec le premier financement en 20.016, on est vraiment heureux ce matin d'accorder un soutien à 6 organismes du Mouvement des femmes montréalais dans le cadre de l'entente que la Ville a avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, l'entente Ville-MTS. Les projets touchent plusieurs problématiques vécues par les femmes. Alors, il va y avoir de l'accompagnement judiciaire pour les femmes victimes de violences conjugales, offert par le Centre des femmes de Montréal, de l'accompagnement pour des jeunes femmes chefs de famille monoparentales qui ont un projet de retour aux études ou sur le marché du travail avec l'organisme MAP, Mères avec pouvoir. Le projet d'éducation aux droits et à l'égalité des genres et la diversité sexuelle mené par le Y des femmes de Montréal auprès de jeunes femmes, en majorité issues de l'immigration. Et aussi les projets menés par le CARI Saint-Laurent, le Centre des femmes sud-asiatiques et l'organisme Petite Main, qui permettent aux femmes immigrantes récentes de partager leur vécu migratoire, mais aussi de leur offrir un parcours d'intégration professionnelle. Alors, ce sont tous des projets porteurs qui tablent chacun sur une problématique spécifique vécue par les femmes, mais avec une approche globale d'intervention, ce qui fait leur succès. Et on pense évidemment qu'avec la crise actuelle, les services de ces organismes seront plus nécessaires que jamais pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale des femmes. En 20.017, on va soutenir 12 projets pour les jeunes cette fois-ci, dont la grande majorité s'adresse aux jeunes issus de l'immigration. Je souligne un nouveau projet qui sera financé, celui de la clinique juridique Saint-Michel, qui veut promouvoir les droits des jeunes sur la question du profilage racial et social, en collaboration avec le Forum Jeunesse de Saint-Michel. Alors, on va offrir aux jeunes différentes plateformes pour partager leur vécu en matière de profilage et qu'ils connaissent mieux les diverses ressources à leur disposition s'ils en sont victimes. Un autre nouveau projet sera porté par l'organisme GEP, le groupe d'éducation à l'environnement, qui est bien connu, qui veut donner un accès à la culture aux jeunes issus de l'immigration, mais aussi à leurs familles, afin qu'ils connaissent mieux les espaces verts de Montréal et qu'ils développent un sentiment d'appartenance envers leur ville d'accueil. Je voudrais aussi souligner le projet DG Girls, les jeunes femmes du numérique qui codent, du Centre d'encadrement pour jeunes femmes immigrantes, le CEJFI, qui veut promouvoir la culture scientifique et technologique auprès de 300 jeunes femmes immigrantes afin qu'elles se voient plus tard
pouvoir intégrer les sciences et le monde du numérique. Et aussi, il y a d'autres projets qui utilisent le sport, les arts comme levier d'intervention auprès des jeunes. Alors, tous ces organismes-là vont adapter cette année leurs projets au contexte de la crise sanitaire. Ils sont très, très attendus, on le sait bien, là, par les jeunes, surtout ceux des milieux plus vulnérables, qui vivent vraiment difficilement la période actuelle et qui ont besoin de soutien. Alors, je vous remercie. Merci beaucoup, Mme Goulet. Alors, les deux dossiers 2016 et 2017 sont adoptés. En 2018, maintenant, c'est un soutien financier non récurrent à deux organismes. Ça totalise 52 400 $. C'est pour le fonctionnement de bibliothèques. 2019, un soutien financier non récurrent de 70 000 $ à l'Île du Savoir pour compenser les frais engagés pour la mise en œuvre de l'édition 2020 du Festival Eureka qui a dû être annulé, mais ce n'est que partie remise. C'est adopté. 2020, c'est l'addenda 1 à une convention entre la Ville et l'Association québécoise pour la qualité environnementale et le développement durable des territoires d'activité. L'addenda 1 entre la Ville et Academos Cybermentorat et la même chose également entre la Ville et l'organisme Jeune Chambre de commerce de Montréal. Alors, on vient ajuster les modalités des projets au contexte engendré par l'actuelle pandémie. C'est adopté. 2021, soutien financier de 25 000 $ pour la présente année à TCAIM pour la réalisation du projet Citoyen aîné, une communauté d'influenceurs phase 2. C'est adopté. 2022, soutien financier de 100 000 $ pour la présente année à la Société environnementale de Côte-des-Neiges pour le projet Agora Goyer. Alors, Madame Popianou, quelques mots. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est vraiment avec grande fierté et grandes émotions que je vous présente ce projet qui s'appelle Agora Goyer, qui vise un secteur bien particulier du district électoral de Darlington dans l'arrondissement Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce. Il s'agit du secteur Bedford-Goyer-Barclay qui a fait même, nous on l'appelle BGB. C'est un secteur qui est très, très particulier puisque le BINAM a fait une analyse vous savez, le BINAM, c'est le Bureau d'intégration des nouveaux arrivants. Ils ont fait une analyse très, très pointue concernant les problèmes que vivent les personnes immigrantes, mais surtout les nouveaux arrivants dans des endroits où ils sont en grande densité. Donc, ce secteur, on peut constater que les ménages vivent dans des logements de dimension insuffisante et trop souvent insalubres. Le manque d'espace de rencontre mène souvent à un repli de ces citoyens montréalais, autant dans leur sphère privée, et ça entraîne un isolement et une vulnérabilité très importante. Aussi, vous comprenez que les barrières linguistiques, ralentissent le processus migratoire qui devient très, très complexe dans ce contexte et ajoute des freins à l'intégration efficiente de ces personnes. Donc, très fier aussi de ce projet parce que c'est un pari que nous avons pris à prouver que l'aménagement urbain a un impact important, peut modeler le type de société que nous, on souhaite vivre, on souhaite créer. Donc, ce projet, en réalité, vise le rapprochement interculturel entre les familles immigrantes et aussi non immigrantes grâce à l'aménagement d'un tronçon du chemin de Goyer qui est adjacent à l'école Bedford. Cet espace public sera animé par des intervenants communautaires partenaires du groupe la Société environnementale de Côte-des-Neiges. Donc, c'est un projet qui est mixte, qui est complexe, et il permettra aux nouveaux arrivants résidents de ce secteur de prendre leur place et va les encourager à développer une confiance mutuelle et une implication dans leur milieu de vie. Plus encore, on aura un processus de consultation sous forme de sondage et de mobilisation avec les utilisateurs de cet espace, que ce soit les enfants, les parents, les résidents, pour permettre de réfléchir à la forme que prendra la ruelle, l'espace aménagé, autant au niveau de son utilisation que de l'usage, et comment on favorisait le rapprochement interculturel afin, avec la société d'accueil bien sûr,
afin de permettre une meilleure cohésion sociale dans ce secteur et sortir finalement ce secteur de la pauvreté et d'une situation qui est très particulière. Merci. Merci beaucoup, Mme Popianou. Alors, effectivement, une aide financière importante pour un secteur, je dirais, qui a grandement besoin d'amour. Alors, on va vraiment aller de l'avant avec ce dossier-là. 20-023, maintenant, c'est un soutien financier qui va totaliser 249 347 $ pour deux projets. Un projet, le premier avec un centre d'action bénévole de Montréal et le deuxième avec l'Université de Montréal. Pour nous en parler, la toute nouvelle responsable politique du dossier, Mme Cathy Wong. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bon matin. Alors, c'est vraiment un plaisir. C'est mon premier dossier que je présente là au sein du comité exécutif et c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur. Je suis très heureuse de pouvoir débuter avec ce magnifique dossier parce que, comme je vous le disais, pour moi, la langue française a toujours été vue comme un vecteur positif d'intégration pour ma famille et moi-même. Et puis, surtout, ce projet propose la possibilité d'approfondir la langue française pour les nouveaux arrivants à l'extérieur d'un contexte académique. Et puis surtout de rejoindre les nouveaux arrivants et les étudiants internationaux dans leur milieu, dans leur contexte. Alors, ces deux projets en francisation qui vont voir le jour, d'une part avec l'Université de Montréal et ensuite avec le Centre d'action bénévole de Montréal, qui est destiné vraiment à la population immigrante de Montréal, des étudiants internationaux. Donc, rapidement, là, le premier projet, c'est un projet qui s'intitule « Mon rendez-vous en français avec Montréal » de l'Université de Montréal. Puis, comme vous savez, il y a justement beaucoup d'étudiants internationaux là, qui fréquentent cette université. Et donc, c'est l'occasion de créer des paires là, de discussion entre des étudiants internationaux et puis des bénévoles. Donc, ces jumelages qui vont permettre de créer des contextes positifs et valorisants là, pour échanger et apprendre le français. Et deuxièmement, bien, c'est avec le Centre d'action bénévole de Montréal qui va développer un projet qui s'intitule « La Franci-Action bénévole » quand le bénévolat devient une langue universelle. Et donc, en gros, c'est en fait une activité qui va proposer à des bénévoles de pouvoir échanger en français avec des personnes nouvellement arrivées à Montréal dans leur milieu, en partenariat avec des organismes communautaires. Et donc, c'est là qu'on voit que l'apprentissage du français peut devenir une activité positive, valorisante et surtout bien ludique avec des bénévoles qui sont des étudiants internationaux qui vont s'impliquer justement dans la francisation. Et puis, rapidement pour conclure, là, je pense que c'est des projets qui démontrent le rôle que la Ville de Montréal peut jouer dans l'intégration des immigrants, mais aussi dans le rayonnement de la langue française, dans l'inclusion des nouveaux arrivants et de voir la langue française comme étant un vecteur positif d'intégration. Alors, c'est avec une grande fierté là, que je présente ces deux projets aujourd'hui. Merci, Monsieur le Président. Alors, on va aller de l'avant avec ces deux projets fort intéressants. 20-024 maintenant, c'est 20 000 $ à Téléuniversité pour sortir du cadre de représentation de l'assistance sociale au Québec. Alors, j'ai également une demande d'intervention pour Mme Goulet. Allez-y, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Alors, je tenais à en parler ce matin de ce projet-là. C'est une implication assez mineure de la Ville dans le projet, mais c'est un projet intéressant et nécessaire qui va être porté par plusieurs partenaires, le Collectif pour un Québec sans pauvreté, la TELUC et notamment, évidemment, l'Écomusée du Fier-Monde parce qu'il s'agit d'une exposition qui veut traiter d'une problématique sociale dont on parle très peu, même quand on parle de lutte à la pauvreté et à l'exclusion, soit celle de l'assistance sociale, qu'on appelait avant l'aide sociale et qu'on appelait avant aussi le bien-être social. C'est vrai qu'on parle plus facilement de pauvreté que d'aide sociale et de ce que ça veut vraiment dire vivre avec un chèque de 648 $ par mois pour une personne seule. Les personnes qui vivent, qui sont prestataires de l'aide sociale, vivent avec autant de préjugés, toujours, qui nous empêchent, dans le fond, collectivement, de réfléchir aux objectifs de ce programme-là, puis aux améliorations à y apporter pour vivre dignement et pouvoir véritablement sortir de la pauvreté. J'ai regardé les derniers chiffres, et en avril dernier, ce sont 127 000 personnes sur l'île de Montréal qui étaient prestataires de l'aide sociale, soit 7,4 % de la population.
alors que c'était 5,4 % pour l'ensemble du Québec. Donc, il s'agit d'une expo photo qui va aussi rappeler que la loi sur l'aide sociale au Québec a 50 ans, puis elle a été adoptée par le gouvernement du Québec en 69. Puis, il va y avoir un volet itinérant. Alors, j'espère vraiment qu'on va pouvoir toucher un grand public qui pourra mieux comprendre les situations qui ont amené les personnes à devenir prestataires de l'aide sociale, puis au fait que la lutte à la pauvreté, elle a besoin de programmes sociaux forts, car les fondements de la pauvreté se trouvent dans notre système économique et social et pas dans la volonté individuelle des personnes de s'en sortir ou non. Alors, je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Goulet. Alors, on va de l'avant avec 20024. 20025, maintenant, c'est un cachet à 30 artistes et organismes et ça va couvrir des droits de diffusion web de 40 œuvres audio numériques. Et c'est suite, bien sûr, à l'appel à participation lancé par notre service de la culture. Demande d'intervention de Madame Marie-Josée Parent, qui est conseillère associée à la culture. Madame Parent. Oui, bonjour. Bonjour, Monsieur le Président. Je suis en effet ravie aujourd'hui de vous présenter les projets artistiques qui ont été sélectionnés lors du premier appel de projets lancé le 11 juin. Ces projets formeront la première phase de la programmation culturelle estivale de la Ville de Montréal que nous lançons officiellement demain. Ces œuvres seront déployées dans les voies actives sécuritaires. Elles permettront d'animer la ville, d'animer l'espace public, d'améliorer encore l'expérience des voies actives sécuritaires, mais surtout et avant tout, d'offrir la ville comme espace de création et d'expérimentation aux artistes et aux Montréalais et aux Montréalaises. Donc, à partir de vendredi, 40 œuvres numériques seront déployées sur le site de montréal.ca en balado-diffusion, en expérience sonore, en poésie, en musique, qu'on pourra apprécier au fur et à mesure de nos parcours dans les voies actives sécuritaires. Elles seront accompagnées d'une carte interactive qui, elle, sera bonifiée tout au long de l'été et qui permettra de situer les œuvres géographiquement dans la ville. Certaines, donc, sont ancrées dans des lieux spécifiques et racontent, par exemple, un morceau de notre histoire, alors que d'autres sont davantage libres et nous permettent de les apprécier à travers la ville de Montréal. J'aimerais vous présenter certains des projets brièvement. D'abord, La Maine en 10 temps, une balade historique au cœur du boulevard Saint-Laurent. 5 regards sur l'art, circuit d'art public dans le quartier latin, construit comme une découverte sensorielle des œuvres à travers le conte et la poésie. Bercer le temps, une sélection de berceuses enregistrées par des citoyens en différentes langues à travers 7 parcs. Et puis, des co-créations entre artistes autochtones et allochtones par le Wapikoni Mobile. Pour cette première phase, c'est déjà 15 arrondissements qui pourront bénéficier d'une programmation culturelle. J'ai dit première phase, il y en aura donc une deuxième. Celle-ci se mettra en place tout au long de l'été. Donc, on a vraiment une programmation en boîte à surprise cet été. On a encore nos appels à projets. Le 12 juillet et le 19 juillet sont les prochaines dates butoirs pour les artistes montréalais. Et ces appels à projets seront davantage ancrés dans des pratiques physiques, donc le théâtre, les fresques, les installations, et feront appel à de nouvelles créations. C'est notre façon aussi, parmi d'autres solutions, de soutenir les artistes directement cet été. On pourra donc profiter de la richesse culturelle montréalaise avec une programmation innovante qui se donne le droit de se réapproprier la ville tout en respectant les consignes de la sécurité publique. Et puis, c'est une façon aussi de tester notre concept de quartier culturel dans un contexte plus difficile qui nous demande de nous réinventer et qui démontre toute la créativité aussi de notre équipe au service de la culture que je tiens à saluer et à féliciter chaleureusement. Monsieur le Président, avec cette programmation, je pense que Montréal incarne pleinement son titre de métropole culturelle. Merci. Merci beaucoup, Madame Parent. Alors, on va de l'avant avec 20025. 20026, c'était un ajout, c'est une aide financière aux artistes et aux travailleurs, donc le type de dossier qu'on a vu un peu plus tôt dans l'ordre du jour, et cette fois, c'est pour Montréal-Nord. 20027, c'est un soutien financier non récurrent de 200 000 $ à l'Office des congrès et du tourisme du Grand Montréal pour une campagne de promotion qui vise à relancer l'activité économique de l'agglomération de Montréal. Et c'est bien sûr dans le cadre de l'actuelle pandémie.
C'est adopté. On passe maintenant en administration et finances avec les 30. Donc, 30.001, on va autoriser la Ville à formuler une demande d'autorisation au MAMACH pour permettre la poursuite de l'exécution d'un contrat public avec la firme Bio Bastien Gosselin Architecte, malgré le fait que cette dernière n'a pas renouvelé à temps son autorisation de contracter auprès de l'AMP, ce qu'elle est bien sûr en train de faire. C'est adopté. 30.002, autoriser la Ville à formuler une demande d'autorisation toujours au MAMACH également. Et c'est pour Vio Bastien Gosselin Architecte dans le cadre d'un autre contrat. C'est adopté. 30.003, c'est un programme d'activités culturelles et sportives spéciales dans le cadre exceptionnel de la crise COVID-19. C'est adopté. 30.004, c'est autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection à la délivrance par le MELCC d'un certificat d'autorisation pour des travaux d'aménagement des réseaux d'aqueducs sanitaires et pluviales à la station Montpellier. C'est adopté. 30.005, c'est autoriser la vente de l'immeuble du 257 rue Prince, 745 rue Ottawa par la SHDM à quartier éphémère Centre d'art visuel. C'est adopté. 30.006, on va autoriser la SHDM à acquérir les droits, titres et intérêts de Maison Bielaire Incorporée pour ce qu'on appelle depuis un bon bout de temps l'édifice Jean-Briand. Et c'est dans l'arrondissement du Sud-Ouest. Alors, très content que la SHDM fasse cette transaction-là, ce qui va permettre à près de 200 locataires, c'est 126 logements, de rester abordables. Alors, le bâtiment, les gens qui l'avaient voulaient s'en départir. Et alors, on a travaillé avec la SHDM et c'est fait par ça ce matin. Alors voilà, c'est adopté. 30.007, c'est la nomination de Mme Clotilde Tarditi et Élodie Postel à titre d'administratrice. Et on va renouveler le mandat de 3 membres à titre administratrice, soit Mme Julie Chaurette, M. Fabien Cournoyer et Mme Marie-Josée Roux-Fauteux pour 2 ans. Et c'est à la SHDM. Monsieur le Président. Monsieur Baudry. Oui, une légère intervention sur ce point parce que ce sont 2 nominations quand même assez exceptionnelles qui traduisent vraiment aussi notre volonté là, dans nos paramunicipales d'avoir des conseils d'administration paritaires, mais aussi qui représentent la diversité montréalaise. Donc, on a ici 2 candidatures exceptionnelles qui ont été votées qui nous ont présentées au comité exécutif. Madame Élodie Postel, jeune entrepreneur issue de la Guadeloupe, qui habite Montréal depuis quelques années. Elle est architecte de formation. Vraiment une vision de la ville très urbaine, très intéressante, mais également Clotilde Tarditi, qu'on connaît très bien, jeune femme d'origine française qui est directrice depuis quelques années des habitations Jeanne-Mance. Donc, une excellente gestionnaire, mais aussi une vision très stratégique de ce qu'est l'habitation sociale et son développement sur l'île de Montréal, l'habitation abordable. Donc, vraiment 2 candidatures qui, je pense, sont très représentatives de ce qu'est Montréal aujourd'hui et qui nous permettra, j'en suis sûr, d'amener encore la SHDM encore plus loin. Merci beaucoup, M. le Président. Merci beaucoup pour cette intervention, M. Baudry. Alors, on va de l'avant avec ces nominations et ces renouvellements de mandat. 30.008, c'est modifier les imputations financières du dossier afin d'imputer les dépenses au règlement d'emprunt 13-038 dans le cadre du concours sur invitation pour l'intégration d'une œuvre d'art public à la place des Arimars dans l'arrondissement du Sud-Ouest. 30.009, c'est accepter 71 790 $ de l'ARTM pour financer les coûts liés au service professionnel d'un chargé de communication. C'est dans le cadre, bien sûr, du projet intégré SRB P9 phase 2. C'est adopté. 30.010, c'est une contribution de 2 509,90 $ qu'on va accepter, donc de l'organisme Les Voyagements, le théâtre de création en tournée, pour soutenir la présentation de rencontres autour de la création dans 5 arrondissements montréalais et qui ont eu lieu donc en 2019 et 2020, et bien sûr, le budget additionnel de dépenses équivalent à ce revenu. C'est adopté. 30.011, un virement budgétaire de 2,9 millions de $ en provenance des chapitres corporatifs pour combler le manque de fonds au budget d'exploitation de la direction de l'épuration des eaux usées
pour l'acquisition de coagulants pour la présente année. C'est adopté. 30, mais on les a terminés. 40 maintenant, les aspects réglementaires. On commence avec 40.002. C'est édicter une ordonnance en vertu du règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des rues commerçantes. Ça, c'est le PRAM Commerce. On va rendre applicable le règlement au secteur Avenue du Mont-Royal. 40.003, ce sera pour le secteur Promenade Fleury. Voilà, ça termine les 40. Et on passe ainsi à la rubrique information en 60. 60.001 va prendre acte du rapport sur les décisions déléguées qui concernent la conclusion de contrats relatifs à la location et aux aliénations d'immeubles pour l'ensemble du mois de mai, conformément à notre règlement intérieur de délégation de pouvoir. Voilà, c'est fait. Alors, on a fait le tour de l'ordre du jour. Il reste quelques interventions. Bien sûr, il y a celle de la mairesse, mais juste avant, Madame la mairesse, il y a M. Eric Allen Caldwell qui me signifie vouloir dire quelques mots. M. Caldwell, c'était vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Rapidement, écoutez, on va voter dans la deuxième portion du comité exécutif une ordonnance pour venir bonifier notre réseau de voies réservées. On le sait, l'autobus progresse à Montréal. 300 autobus hybrides de plus. Des garages pour l'électrification de ces autobus-là. Le réseau d'autobus offre une meilleure mobilité aux Montréalais, surtout lorsqu'on y accole des voies réservées. Ça permet bien sûr de se déplacer plus rapidement, mais ça permet aussi une meilleure fiabilité. Quand on se soustrait des aléas de la circulation, quand on n'est pas pogné dans le trafic, on a une meilleure prévisibilité du temps de déplacement, on a moins de stress, on a une meilleure mobilité. Donc, plusieurs avancées. Je les nomme rapidement en vrac. Côte-de-Liesse, ça va offrir un meilleur accès à l'immense bassin de travailleurs du secteur qui est aux prises avec des problèmes de congestion routière, un service d'autobus performant pour les travailleurs du coin. Queen Mary, dans Côte-des-Neiges NDG, un meilleur accès à l'ensemble de la population et aussi à l'Institut de gériatrie. De Lorimier, un petit bout, mais qui va permettre de fluidifier le passage en autobus. L'Angelier, ça va être excellent pour les résidents de Saint-Léonard, de Mercier-Hochelaga, Maisonneuve. Pour l'accès à la station de métro en Grignon, des Trinitaires et Boulevard en Grignon, il y a là 24 500 passagers par jour, 900 autobus. On vient améliorer les voies réservées. Louis H. Lafontaine, ça va servir aux mesures de mitigation lorsqu'il y aura la fermeture du pont. René Lévesque, on vient ajuster la période d'application des voies réservées. On vient élargir l'heure de pointe, donner un peu plus de temps à l'heure de pointe parce qu'il y a un ajustement dans le monde du travail. On veut offrir un meilleur service. Et Rosemont, on prolonge aussi pour un meilleur service. Je veux remercier l'ensemble des arrondissements qui ont participé à cet exercice-là. Et donc, on arrive avec une bonification substantielle de notre réseau de voies réservées. Deuxième volet, cohabitation bus-vélo. C'est un dossier qui a fait beaucoup de surplace à Montréal depuis des années. Là, on annonce ce matin avec la STM que près de la moitié des voies réservées, on va mettre en place une cohabitation bus-vélo. Il y a eu un travail qui est fait par la Ville, par la STM, par le comité bus-vélo de la STM pour déterminer des critères pour ce premier pas de la cohabitation bus-vélo. Près de la moitié des voies réservées, on va permettre cette cohabitation-là. Ça a été établi en fonction de 3 critères. Un, la nature de la voie réservée. On comprend bien que sur une voie de service d'une autoroute, on ne pourra pas le permettre. Il y a aussi le critère du débit véhiculaire et le critère de la largeur. Donc, on va aller de l'avant. On va permettre cette cohabitation-là. On va faire un monitoring de la performance de notre réseau, une vigie sur la sécurité. On va évaluer, on va se réajuster et on fera évoluer. Mais on est très content dans ce dossier-là où, disons-le, il n'y a rien qui bougeait. Tout le monde avait peur d'avancer. Là, on utilise cet actif qui est les voies réservées pour avoir une meilleure mobilité durable, une complémentarité entre transport actif et collectif. Bien entendu, ce sera un travail rigoureux qui sera fait avec le monde cycliste, avec les chauffeurs d'autobus, avec la STM, avec l'équipe Vision Zéro de la Ville. On va évaluer, monitorer, s'ajuster et faire encore
faire encore évoluer la place et du vélo et de l'autobus dans la ville de Montréal. Merci, M. le Président. Merci beaucoup, M. Caldwell. Alors, on va suivre ça avec grand intérêt. Et maintenant, Madame la mairesse pour sa chronique hebdomadaire. Madame la mairesse, c'est à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Tout d'abord, je tiens à remercier mon collègue, Monsieur Caldwell, pour, et bien sûr, les équipes au niveau du transport et la STM pour ce travail en lien avec et les voies réservées, mais aussi cette cohabitation entre les autobus et les vélos que l'on souhaite toujours plus harmonieuse et fait de façon, encourager et le transport actif, mais également la sécurité. Alors, je me réjouis de ces avancements sur plusieurs voies réservées. Maintenant, quelques sujets dont je souhaite vous parler. Tout d'abord, cette semaine, on a, je pense que tout le monde est au courant, que j'ai fait l'annonce concernant le port du couvre-visage qui sera obligatoire à partir du 27 juillet prochain ici sur le territoire de la ville de Montréal, à l'intérieur des lieux qui sont des lieux publics fermés. Alors, ça touche une grande multitude d'espaces, bien sûr, les commerces, épiceries, boutiques de vêtements. Ça touche également les installations de la ville de Montréal, ainsi que les bars et les restaurants. Alors, nous allons partager les détails de ce règlement dans les prochains jours, règlement qui va bien sûr venir détailler les lieux dont il est question, mais également la façon dont le règlement va s'appliquer et en lien, entre autres, avec des mesures coercitives. Ceci étant dit, bien que le port du masque sera obligatoire le 27 juillet, j'invite vraiment les Montréalais et les Montréalaises à tout de suite adopter le masque si ce n'est pas déjà fait. On voit qu'il y a beaucoup de Montréalais qui l'utilisent, qui le portent et je les en remercie infiniment. Et je vous demande à celles et ceux qui peut-être n'avaient pas encore pris cette habitude de le faire. Je pense que nous avons montré à travers cette pandémie notre capacité à nous adapter, nous, Montréalais, Montréalaises, à faire preuve de résilience et d'être solidaires les uns envers les autres. Alors, je vous incite à ne pas attendre le 27 juillet et à tout de suite intégrer un ou des masques dans votre poche, dans votre sac à main, dans votre sac à dos, bref, partout où vous allez, pour justement faire en sorte que pour éviter une possible deuxième vague ou en tout cas en minimiser les impacts si ça devait se produire. Sinon, sur un autre ordre d'idée complètement, ce matin, le SPVM va présenter la politique d'interpellation. Politique d'interpellation, ça veut dire quel est le cadre, comment est-ce qu'un policier ou une policière, lorsqu'ils font une interpellation, quel devrait être le cadre de cette intervention. C'est une première au Québec. On en est très, très fiers et je remercie le SPVM pour le travail qu'ils ont fait. J'aimerais contextualiser le dévoilement de cette politique d'interpellation. On se rappellera que l'automne dernier, notre administration a demandé un rapport indépendant pour justement voir mieux utiliser les données recueillies par le SPVM au cours des années. Et ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait des disparités importantes dans les pratiques d'interpellation policière envers les personnes racisées et autochtones. Et donc, qui a démontré qu'il existe bel et bien et très malheureusement du profilage racial et social. Alors, cette politique est un des outils dans la boîte à outils dont souhaite se doter le service de police de la ville de Montréal pour être plus, pour s'assurer d'offrir un service équitable à tous les Montréalais, Montréalaises, peu importe qui ils sont. Et ce matin, le service de police présentera ce premier outil qui est la politique d'interpellation, mais bien sûr, il y en aura d'autres. Alors, je voulais d'ailleurs dire à ce sujet que la Commission de la sécurité publique va annoncer les modalités de consultation parce que ce matin, le SPVM présente le projet de politique d'interpellation, mais bien sûr, on souhaite entendre les Montréalais, les Montréalaises, les groupes intéressés à se prononcer sur cette politique pour pouvoir la bonifier. Alors, j'invite tous ceux et celles intéressés à suivre ce dossier et à venir participer à la consultation sur la politique d'interpellation. Alors, je voudrais, en terminant, dire que les efforts qui vont être faits par le SPVM et bien sûr par la Ville de Montréal
doivent être soutenus également par les paliers supérieurs de gouvernement. Et nous sommes en discussion, tant avec le fédéral que le provincial, mais également avec d'autres grandes villes canadiennes, à savoir comment est-ce que le service de police, nos services de police à l'échelle dans les grandes villes doivent, je dis les grandes villes, mais à travers toutes les provinces au final, mais comment est-ce que ça doit, comment est-ce qu'on fait des changements structurants, des changements qui sont intelligents, réfléchis, qui nous amènent justement à avoir une police, des services de police connectés aux besoins et qui font preuve de sensibilité et qui sont, bien au fait des problématiques sociales qui nous permettent d'évoluer comme société. En terminant, j'aimerais dire quelques mots sur la canicule. Il fait chaud, il fait très chaud à Montréal comme partout dans bien des régions au Québec. J'aimerais vous dire que, comme toujours, la Ville de Montréal est prête. Nous travaillons avec la santé publique, mais aussi avec le Centre de coordination des mesures d'urgence pour s'assurer que tout est mis en marche pour protéger les plus vulnérables en période de canicule et, bien sûr, comité aux Montréalais, Montréalaises, les façons de se rafraîchir. Alors, à ce sujet, vous pouvez bien sûr aller sur le site Internet de la Ville de Montréal qui vont vous dire quelles sont les installations qui sont ouvertes. Et c'est une bonne nouvelle parce que je tiens à dire que tous les arrondissements, à part celui de Pierrefonds-Roxborough qui a pris la décision de ne pas ouvrir ses installations aquatiques extérieures, tous les autres arrondissements ont répondu à l'appel de, bien sûr, s'assurer qu'on a des lieux de rafraîchissement partout sur l'île pour les citoyens et citoyennes. Alors, je vous invite à aller voir le site Internet de la Ville ou encore dans les arrondissements. Sur mes médias sociaux, cet après-midi, nous ferons la liste, nous donnerons des communications en ce sens. Il faut savoir que l'utilisation des jeux d'eau, mais surtout des piscines cette année est différente en raison de la COVID. À cause de la distanciation qui est nécessaire, moins de gens peuvent aller se baigner et la rotation se fait pour pouvoir se rafraîchir. Alors, on veut, n'ayez crainte, vous pouvez aller à votre piscine locale, à votre piscine extérieure locale, vous allez pouvoir aller vous rafraîchir, mais il y aura probablement une rotation plus importante. Dernière chose, toutes les plages à Montréal sont ouvertes. Celle de Verdun est ouverte avec les règles de distanciation qui s'appliquent et celle de la plage Dorée ouvrira ce samedi. Alors, on vous invite également à profiter de cette belle plage. Enfin, si vous, l'eau n'est pas votre élément, mais que vous ressentez le besoin de vous rafraîchir, on vous invite à aller dans les bibliothèques. Les centres commerciaux également peuvent être de bons endroits pour se rafraîchir en période de canicule. Et un petit mot pour nous tous, voisins, voisines, soyons vigilants si vous avez autour de vous des personnes plus vulnérables, des personnes aînées. N'hésitez pas à aller les voir, demander si tout va bien, de s'assurer qu'ils ont soit des ressources ou une façon de se rafraîchir. Et enfin, la règle de base, buvez beaucoup d'eau, recherchez l'ombre, recherchez la fraîcheur. Et la Ville de Montréal est là pour vous accompagner dans cette canicule. Troisième cet été déjà, c'est du jamais vu. Je pense que l'année 2020 est l'année de plusieurs jamais vus. Et bien sûr, la Ville répond présente pour vous accompagner, chers citoyens et citoyennes. Alors, je vous remercie et je nous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Alors, ça met fin ainsi à la séance hebdomadaire du comité exécutif pour le volet régulier. Bien sûr, le comité exécutif va continuer à se réunir aux 5 jours pour renouveler l'état d'urgence local à chaque fois que ce sera nécessaire. Mais pour nos travaux réguliers, on se revoit, je crois, le 3 août. Donc, en tout cas, le 5 août. Alors, j'étais pas loin. Le 3 août, c'était un lundi. Alors, ça, c'est la date de retour au boulot pour plusieurs. Et le 5 pour notre rendez-vous hebdomadaire. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. Suivez les consignes des autorités sanitaires. Et en cette journée de canicule, on n'oublie absolument pas de s'hydrater. On lève, bien sûr, un peu le pied sur les activités extérieures qui demandent beaucoup d'énergie. Et on mange léger, ça aide toujours pour aujourd'hui. Merci beaucoup tout le monde. Passez une excellente journée.